Au cœur de la pensée écoféministe, il y a cette pensée magnifique qui est que le corps et l'esprit ne sont pas séparés, l'intuition et la raison ne sont pas séparés, le masculin et le féminin ne sont pas séparés. Les femmes ont quelque chose à voir dans ce dualisme, parce que les femmes étaient associées à la matière et à la nature, et les hommes, eux, étaient associés à la culture, à la technique, aux arts et à tout ce qui était noble. Et donc, avec cette séparation, cette hiérarchisation, on peut dire, de nature et de culture, avec les femmes pas du côté le plus noble, au contraire, du côté le plus, voilà, les femmes, la nature, la matière, le corps, ce qui était sale, et puis en plus l'irrationnel, la passivité. Voilà, il y a eu une analogie très forte. L'hystérie. C'est-à-dire que les hommes ont imposé cette idée que les femmes étaient à l'image de la nature, passives, qu'il fallait qu'on exploite, qu'il fallait qu'on fertilise, qu'il fallait qu'on dynamise. Enfin, quand je dis on, c'était les hommes. Et que les hommes, eux, étaient ceux qui donnaient l'impulsion, qui maîtrisaient, qui contrôlaient, qui exploitaient, qui prédataient. Et donc, on a, nous femmes, là je parle au nom des femmes, été associées à la nature, et au contraire de nous servir, tout au long de l'histoire des hommes, le fait d'avoir été associés à la nature, à la matière, au corps, à tout ce qui était sale et honteux, nous a éloignés des lieux d'éducation et de pouvoir, nous a même interdit de les approcher. Pascale Derme est journaliste, essayiste et réalisatrice. Son sujet, sa vocation, sa passion, sa maison, c'est la nature. Elle a d'abord longtemps travaillé pour la fondation Nicolas Hulot, Séquence Nostalgie, puis un peu pour Yann Arthus Bertrand, le photographe zénithal, celui qui prend des photos vues d'en haut. Ensuite, Pascale a fait des enquêtes écologiques à la télé, puis elle a écrit des livres. Le nom de sa première maison d'édition est un résumé de sa vie professionnelle, Nouvelles Utopies. Un peu comme Cyril Dion, elle parcourt la France et le monde pour repérer les expériences qui marchent et les raconte. Vivre plus lentement, vivre autrement, devenir éco-citoyen, éco-maman, recycler, faire sa transition. Pour Canal+, elle a fait des docs sur la nature, dont le célèbre Natura, où elle explique les pouvoirs de régénération de la nature sur la santé humaine. Des thèmes aujourd'hui communément admis, mais qui étaient précurseurs, voire moqués, il y a encore 10 ans. J'ai fait mon premier jeûne, qui m'avait fait beaucoup de bien à l'époque, grâce à Pascale. J'ai repensé mon rapport au temps, un peu grâce à elle aussi. Et même si ses théories me faisaient parfois sourire, je dois aujourd'hui reconnaître que Pascale a souvent, voire toujours eu, un train écolo d'avance. Un train à 2 locomotives, une locomotive de curiosité à l'avant et une autre de bienveillance à l'arrière. En 2017, elle écrit Sœurs en écologie, une galerie de portraits où elle nous fait découvrir les liens entre des femmes exceptionnelles de toutes les époques, la nature et l'écologie. Et c'est pour ça que je suis allé la voir. Je ne comprenais pas bien ce qu'était l'écoféminisme, dont elle est d'évidence une figure. J'avais compris que ce n'était surtout pas un mix de féminisme et d'écologie, mais que c'était en fait quelque chose de plus complexe, et même parfois en opposition. Grâce à Pascale, nous allons comprendre où, comment et pourquoi est né l'écoféminisme, des concepts aussi clés que celui du reclaim, de la réappropriation. Nous allons parler de Starhawk, de Margaret Mead, des Wiccas, ces rites des sorcières modernes, et Pascale va nous expliquer tout ça. Vous allez voir, avec sa belle voix de conspiratrice positive, comme elle aime appeler ses sœurs en écologie. Bonjour Pascale. Bonjour. Alors, on va pas mentir à ceux qui nous écoutent, toi et moi on se connaît, donc c'est pour ça qu'on se tutoie, on se connaît depuis très longtemps, tu es une de mes plus vieilles amies. Tu es aussi la femme d'un de mes plus vieux amis, ce qui est assez rare d'être amie avec les deux à la fois. Je te présente brièvement, tu es réalisatrice, tu es autrice, tu es éco-citoyenne, tu es écoféministe, tu es beaucoup de choses. Et comme je te l'ai dit, j'aimerais bien qu'on parle de 2 sujets très différents avec lesquels on fera probablement 2 épisodes. Et celui d'aujourd'hui, on va commencer à parler donc d'écoféminisme. En 2017, tu as écrit un livre que j'hésite à qualifier de fondateur, parce que moi, mon livre de chevet en matière d'écoféminisme, c'est celui de Mona Chollet, que je connais aussi, et qui me semble a précédé le tien, je suis pas sûr, mais il me semble que c'était avant 2017, faut voir, ou c'était Kiff Kiff. De peu. Bon alors pardon, il y a aucune gradation à faire. Enfin bref, tu as écrit un bouquin en 2017 qui s'intitule Sœurs en écologie, aux éditions de la Mer Salée. Et je voudrais qu'on commence par un des personnages dont tu parles dans ce livre, quelqu'un qui a existé, une femme qui s'appelle Hildegard von Bingen.
Je m'en souviens, tu m'en avais parlé à l'époque, et j'avais sans doute eu un petit rictus moqueur. Mais depuis, je me suis renseigné sur Hildegard von Bingen, qui a un nom, c'est vrai, à une consonance un peu rigolote, mais qui était une femme extraordinaire. Alors, je vais te laisser nous parler d'elle. C'était une bénédictine, mystique. C'était déjà une femme médecin, elle était guérisseuse, elle a composé des musiques liturgiques, enfin, c'est une femme qui a fait énormément de choses. Et donc, je veux bien qu'on commence notre entretien avec, on va dire, cette grande sœur aînée, parce que je ne sais pas s'il y a plus ancien qu'elle qu'on peut identifier dans ta quête des sœurs en écologie. On peut passer aux déesses du néolithique, mais commençons par Hildegard. En effet. Vas-y, je t'écoute. Alors, on va soulever le voile d'Hildegard de Bingen, qui était en effet une abbesse qui vivait sur les bords du Rhin au Moyen-Âge, en 1100 et quelques, qui était une femme de tête, qui a fondé quand même 2 monastères, qui a dirigé donc tout un tas de jeunes filles auxquelles elle enseignait bien sûr les écrits, la Bible, le chant, les simples, le jardinage, comme on faisait à l'époque dans les monastères. Mais je voudrais commencer par la fin avec Hildegard, parce que ce qui est incroyable, c'est qu'on a retrouvé ses écrits. C'est très très rare qu'on retrouve des écrits d'une femme, les femmes qui ont très peu écrit dans l'histoire, hein, c'est toute la problématique de l'invisibilité des femmes dans l'histoire, c'est qu'on a retrouvé très peu d'écrits des femmes en général, quelles qu'elles soient. Et là, Hildegard de Bingen, abbesse du Moyen-Âge, des bords du Rhin, on a retrouvé ses écrits poussiéreux dans un ancien monastère d'Allemagne, par chance, qui n'avait pas été brûlé, et des naturopathes les ont traduits pour essayer de comprendre un peu son savoir, et ils se sont rendus compte que 80% de ce qu'on sait aujourd'hui sur les plantes, sur les animaux, sur les pierres, la lithographie et les rapports avec la santé, était déjà écrit et connu par cette femme. Je te corrige, la lithothérapie. Lithothérapie. La lithographie, c'est autre chose. Ouais, bref. Lithothérapie. Bon. Et tout ça était déjà connu par cette femme qui enseignait la médecine. Donc elle a écrit 2 ouvrages de médecine. Elle s'était très inspirée de Galien et d'Hippocrate. Et elle a écrit des traités de médecine, et donc on peut dire qu'elle a été la première femme médecin du Moyen-Âge. Elle recevait dans son dispensaire, elle soignait. Et alors là où elle est notre sœur en écologie, c'est qu'elle recevait des voix aussi, et ces voix l'avertissaient de la catastrophe écologique en cours déjà au Moyen-Âge et à venir. Et ces voix, en fait, l'alertaient sur la pollution, les miasmes, tous les dégâts, toutes les destructions qui étaient déjà faites à l'époque aux forêts, à l'eau, à l'air, aux animaux, et elle retranscrivait ces voix et elle les écrivait dans un style inimitable, avec un moine, Volmar, qui écrivait avec elle dans sa cellule. Et donc on a ces écrits-là qui sont des écrits très très visionnaires, qui alertent déjà sur les conséquences de la séparation entre l'homme et la nature. Et dernière chose sur elle qui est très intéressante pour nous aussi, c'est qu'elle part vraiment de cette idée d'une médecine du macrocosme et du microcosme qui est très pratiqué à la Renaissance et ensuite par Paracelse et tous ces médecins alchimistes, qui fait que le corps humain est un microcosme du macrocosme de la nature. Elle faisait des analogies entre les rivières et le sang, entre les poumons et la canopée des arbres. Les fractales un peu. Voilà, les fractales que tu connais bien. On est vraiment sur cette notion d'analogie, d'interdépendance finalement très très forte, tant dans les formes que dans les humeurs, que dans les matières, que dans les températures entre la nature et nous. D'accord, je glisse aussi au passage, je me suis un peu renseigné sur elle avant de venir aussi, que c'est une des rares femmes qui est devenue, et une des premières qui est devenue docteur de l'Église. C'est quand même assez rare qu'une femme soit propulsée docteur de l'Église, elle a réussi cette prouesse. Et puis, qu'est-ce que j'avais vu? Oui, elle a écrit un bouquin, je sais pas si ça s'appelait un bouquin à l'époque. Causae et Curae. Alors, Causae et Curae qui parle évidemment de médecine, mais elle a aussi écrit un bouquin qui s'appelle De la nature, quand c'est traduit. Merveille. Dans lequel elle fait des descriptions poétiques des animaux et des plantes. Bon, ça, c'est mon rayon, hein, c'est le rayon du podcast. Donc voilà, c'était... Oui? Elle avait une notion qui va te plaire, qui était la viridita. Alors justement, elle était très proche d'une médecine biomimétique parce que pour elle, la viridita, tout ce qui était vert dans la nature, tout ce qui est au printemps, qui explose, les couleurs, les odeurs du printemps, elle l'associait avec notre corps, notre pleine santé à nous, notre pleine santé physique et mentale. Elle dissociait jamais les deux. C'est ça aussi qui était très intéressant parce que la médecine est revenue sur toutes ces notions-là ensuite, à séparer le corps, l'esprit, à découper le corps humain en petits morceaux, etc. Donc elle était sur la viridité et c'est une analogie très forte, presque une médecine biomimétique entre le vert, le printemps et la pleine santé physique et mentale des individus. Et c'est vrai que c'est une femme incroyable qui est née en 1098. Alors on va enchaîner sur l'écoféminisme.
C'est pareil, j'étais assez naïf. Il y a quelques années, j'ignorais même totalement l'existence de l'écoféminisme. Et c'est drôle parce que, en faisant quelques recherches pour préparer notre entretien, je me suis rendu compte que les thèses écoféministes, que tu vas nous rappeler tout à l'heure, datent des années 70-80. C'est quelque chose d'assez ancien. Quand je t'ai connu, j'ignorais en fait ces concepts. Et maintenant que je les connais et que je m'y intéresse et que je les défends autant que possible, tu m'as l'air d'être une écoféministe depuis que je te connais. C'est-à-dire, ça fait hyper longtemps. J'ai pas calculé, mais je crois que ça fait presque 20 ans qu'on se connaît. Et toi, tu n'es en aucun cas une écoféministe de la dernière heure. Tu es une précurseuse. Et voilà. Et donc, je pense que je t'ai bien choisi pour parler de quelque chose qui va grandissant. L'écoféminisme, c'était encore un peu raillé et moqué de manière globale il y a quelques années, mais aujourd'hui, je crois que ça fait plus rire personne, en fait, l'écoféminisme. Il y a eu Mona Chollet, il y a eu toi, il y a eu peut-être d'autres gens encore avant. Est-ce que tu veux bien nous rappeler, pour ceux à qui ça dirait rien, déjà en une phrase, ce qu'est l'écoféminisme, et puis après, on va parler un peu de comment c'est né tout ça. L'écoféminisme est une proposition pour retrouver le réenchantement du monde. D'accord, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça comme définition. J'ajouterais que c'est la conjonction, pour être clair, entre l'écologie et le féminisme. Alors, si tu me demandes d'expliquer les concepts, bien sûr, c'est une contestation radicale de toutes les valeurs du patriarcat capitaliste et une pensée selon laquelle l'oppression des femmes et l'oppression de la nature sont intrinsèquement liées. Donc, aujourd'hui, pour moi, si on veut changer de paradigme, il faut absolument aller dans cette voie de l'écoféminisme qui conteste une vision de prédation, d'exploitation de la nature, comme elle a été l'oppression des femmes, et surtout qui réfléchit et qui pense la source de cette double oppression de la nature et des femmes. Donc on va en parler avec tout un tas de propositions, de valeurs nouvelles, de symboliques nouvelles, de nouveaux récits. Je trouve très riche et très fertile pour notre imagination et même notre engagement politique citoyen et même notre engagement politique. Tu as dit changer de paradigme. Si on essaie d'être concrètement, ça veut dire quoi? Changer de paradigme? Vivre de manière plus écologique, faire attention au changement climatique? Alors, le cœur de la pensée écoféministe pour changer notre façon de vivre sur la Terre, parce que c'est vraiment cette ambition-là, tout en réenchantant notre regard et en prenant plaisir à ce qu'on fait et à vivre. C'est le reclaim. C'est de se réapproprier, exactement, reclaim, de se réapproprier un lien avec la nature qui est un lien, je dirais, holistique et non pas dualiste. En fait, au cœur de la pensée écoféministe, il y a cette pensée magnifique. Attends, holistique et dualiste, soyons clairs. J'y viens. Au cœur de la pensée écoféministe, il y a cette pensée magnifique qui est que le corps et l'esprit ne sont pas séparés, l'intuition et la raison ne sont pas séparés, le masculin et le féminin ne sont pas séparés. On doit jouer sur ce non-dualisme parce qu'en fait, ce dualisme entre nature et culture, corps et esprit, les femmes ont quelque chose à voir dans ce dualisme parce que les femmes étaient associées à la matière et à la nature et les hommes, eux, étaient associés à la culture, à la technique, aux arts et à tout ce qui était noble depuis les anciens Grecs jusqu'à la métaphysique. Et donc, avec cette séparation, cette hiérarchisation, on peut dire, de nature et de culture avec les femmes pas du côté le plus noble, au contraire, du côté le plus, voilà, les femmes, la nature, la matière, le corps, ce qui était sale, et puis en plus l'irrationnel, la passivité. Voilà, il y a eu une analogie très forte. Il y a eu l'hystérie. Il y a eu comment dirais-je, toi qui travailles sur le biomimétisme, si on le prend à l'envers, il y a eu une analogie et il y a eu un mimétisme attribué aux femmes avec la nature. C'est-à-dire que les hommes ont imposé cette idée que les femmes étaient à l'image de la nature, passives, qu'il fallait qu'on exploite, qu'il fallait qu'on fertilise, qu'il fallait qu'on dynamise. Enfin, quand je dis on, c'était les hommes. Et que les hommes, eux, étaient ceux qui donnaient l'impulsion, qui maîtrisaient, qui contrôlaient, qui exploitaient, qui prédataient. Et donc, on a, nous femmes, là je parle au nom des femmes, été associées à la nature et au contraire de nous servir, ça nous a servi peut-être au néolithique quand on était classé et érigé comme une grande déesse, mais tout au long de l'histoire des hommes, le fait d'avoir été associé à la nature, à la matière, au corps, à tout ce qui était sale et honteux, nous a éloignés des lieux d'éducation et de pouvoir, nous a même interdit de les approcher. Pour la pratique de la médecine, c'était très évident avec les sorcières. Les sorcières n'avaient pas le droit d'aller se former dans les écoles de médecine et donc elles n'avaient pas le droit de pratiquer. Les premières se déguisaient en mec pour justement... Voilà.
Et alors que, bien sûr, elles continuaient dans les villages. Les guérisseuses. Les guérisseuses continuaient, elles l'ont payé très cher, parce qu'il y a eu un sexocide et elles l'ont payé de leur vie. Il y a eu des centaines de millions de femmes tuées et noyées, brûlées, etc. Peut-être que t'exagères. Centaines de millions, peut-être que t'exagères. Il y a eu, un peu moins, quand même. En tout cas, c'est beaucoup plus que 300 000. On a du mal avec les chiffres, mais il y a celles qui ont été brûlées, puis il y a celles qui ont été noyées. Tu connais la torture qu'on leur faisait, on les noyait, on les attachait, celles qui flottaient, qui arrivaient à flotter, elles étaient sorcières, donc ensuite on les brûlait. Donc elles étaient doublement, en fait, torturées. Donc il y a eu cette... Ça c'était au Moyen-Âge, c'était jusqu'au 15e siècle. À la Renaissance plutôt, hein. Oui. En fait, c'était pas au Moyen-Âge que ça s'est passé, c'était vraiment pendant les Lumières. C'est-à-dire que aux Lumières de l'esprit des hommes se sont ajoutées les flammes des bûchers des femmes. Mais c'était beaucoup moins glorieux. Et c'était pourtant tout autant sérieux et radical. Au même moment. C'était vraiment à la Renaissance. Donc juste pour terminer sur cette histoire de dualisme, comme tu comprends, il y a eu cette partition. Et donc revenir à une pensée non duale qui réconcilie, on peut le dire, si les esprits sont mûrs, le corps et l'esprit, comme font déjà certaines médecines, l'intuition et la raison. Les écoféministes, quelles médecines? Des médecines qui sont holistiques justement. Elles ont des noms? La naturopathie, l'équithérapie qui nous relie aussi aux animaux. Avec les chevaux. Voilà, il y a tout un tas de façons de considérer la santé en ne séparant plus le corps et l'esprit, ce qui est complètement idiot, ni la nature de la culture, parce qu'on sait très bien que cette représentation qu'on a de la nature est très subjective. En fait, voilà, les écoféministes ont une pensée qui n'est pas universelle. Elles ne pensent pas non plus l'homme ni la femme comme une catégorie universelle à part. Elles ont une pensée qui est contextuelle, très très aux prises avec la réalité et donc avec la réalité écologique, et là on y reviendra plus tard. Donc elles ont une connaissance en fait, et je te donnerai des exemples avec le mouvement Chipko Andalan en Inde, elles ont une connaissance experte, mais experte de leur terrain. Elles savent pourquoi il faut pas couper des arbres, parce que sinon il y a une érosion, l'eau part, etc. On a une pensée contextuelle, concrète. Pour l'écologie, c'est du pain béni, c'est même vers cette écologie-là qu'il faut aller. Une pensée qui n'est pas théorique, qui n'est pas mentale, qui est une pensée émotionnelle aussi de la situation. La pensée, pour elle, l'intuition, ne remplace pas la raison. La pensée extra-rationnelle se superpose à la pensée rationnelle. Elle la rajoute, donc on est dans cette culture du « et », qui est pour moi une des pistes les plus intéressantes intellectuellement et politiquement de l'écoféminisme. Bien, cher Pascal. Donc, je t'avais prié de définir l'écoféminisme en 2 phrases et tu m'en as fait 10 minutes et on a quasiment couvert l'intégralité de ce que je voulais développer tranquillement par la suite, mais je te rassure, on va évidemment le faire. Alors, je reviens quand même aux sources. Au départ, les premières écoféministes s'étaient élevées contre le nucléaire. Je crois que c'était aux États-Unis. Tu peux en dire juste, alors, un mot. Tout à l'heure, je t'ai dit 2 phrases. Donc là, je dis un mot dans l'espoir que ça soit quelques phrases. 50 mots. C'est vrai que tu disais que l'écoféminisme est né dans les années 70. C'est très juste. Et c'est d'ailleurs une Française, Françoise d'Aubonne, qui a inventé ce terme écoféminisme. L'écoféminisme ou la mort. À l'époque, son combat, c'était la réappropriation du corps des femmes. Donc, la contraception. C'était l'époque de Simone Veil. Oui, enfin, c'était les historiques. C'était juste avant. Et c'était l'époque où les femmes luttaient vraiment pour se réapproprier leur possibilité d'enfanter ou de ne pas enfanter, surtout. Et donc, à l'époque, c'était ce combat-là. Ensuite, c'est un petit peu parti dans les pays anglo-saxons où là, il y a eu des chercheuses en sciences sociales et surtout, comme tu le rappelais, des activistes. L'écoféminisme, avant d'être une pensée, c'est un mouvement de terrain. Donc, elles ont fait des actions qui ont été très symboliques et qui nous inspirent beaucoup aujourd'hui. Elles ont commencé, en effet, par s'opposer à des centrales nucléaires, à des lieux de pouvoir tenus par les hommes. Parce que, si on le résume encore une fois d'une phrase, l'écoféminisme est à la confluence entre le pacifisme, la pensée antinucléaire, l'écologie et le féminisme. Donc c'est vraiment la frontière entre ces 4 courants. Et donc elles ont encerclé notamment une centrale nucléaire qui s'appelait Diablo Canyon sur le Pacifique. Elles ont encerclé, c'est les modes d'action écoféministes, elles ont dansé, elles se sont habillées en blanc, et elles ont encerclé, elles ont fait une manifestation non mixte, donc vraiment que des femmes, autour de cette centrale nucléaire du Pacifique. Il y a eu aussi la danse autour du Pentagone en 1980, qui est un des emblèmes de la lutte écoféministe. Pareil, elles se sont habillées, elles avaient des poupées géantes, elles ont dansé, elles ont chanté, elles récitaient des poèmes. Voilà, c'est la façon de manifester des écoféministes qui fait une grande part à l'artistique. Voilà, et ensuite, il y a eu des chercheuses, donc Karen Warren ou Caroline Mercante ou Suzanne Griffin, quelques-unes de mes auteurs préférés, qui ont écrit et qui ont pensé cette articulation patriarcat, asservissement des femmes, asservissement de la nature, pour proposer autre chose, bien sûr, pour retourner l'équation et se dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait d'autre ?
Pour en rester à des dates simples, j'ai évoqué tout à l'heure Simone Veil. Et en effet, la loi sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, est entrée en vigueur en 75, si j'ai bien lu. Donc c'est exactement ce que tu disais. C'est vraiment cette époque-là. Et le travail de ces femmes, quelque part, a baigné ce qu'a fait plus tard Simone Veil. J'imagine qu'elle était elle-même féministe. Oui. Alors attention, les féministes ne sont pas du tout sur le même rail que les écoféministes. Donc moi, je m'en suis rendu compte. C'est très important de le dire parce que, en fait, le fait d'être une femme et d'être écologiste ne fait même pas de nous une écoféministe. Et le fait d'être féministe ne fait pas de nous une écoféministe. Et même au contraire. Est-ce que tu saurais l'expliquer? Non, en tout cas, juste la différence, mais vraiment en quelques phrases. Bien sûr, en fait, puisque ces femmes que tu cites, qui ont lutté pour la réappropriation du corps et notre liberté, de notre autonomie politique, l'échiquier, le vote même, tout ça, elles étaient sur un terrain très très ciblé sur lequel elles avaient porté tous leurs efforts. Et tout ce qui était lien des femmes avec la nature, ça les renvoyait à un autre combat qui n'était pas du tout le leur et qui les renvoyait à une image justement que femme égale nature, que nous les femmes nous étions proches de la nature et en fait elles combattaient absolument cette idée-là. Donc elles n'ont pas pu analyser différemment ce lien entre les femmes et la nature. Pour le faire simple, parce que c'est une équation que j'ai dû déconstruire, moi, pour mon livre, parce que j'ai été voir des féministes et je leur ai demandé de me parler du lien entre les femmes, l'écologie et la nature. Mais elles ont poussé les grands cris en disant, mais non, là, tu veux nous faire parler de l'essentialisme. Le mot était le pavé dans la mare. Et l'essentialisme, ça consiste à penser que l'essence de la femme et l'essence de la nature, on revient un peu au biomimétisme, sont les mêmes. Et que de toute éternité, il y a eu une femme comme ça, idéale, une déesse, une muse, une nymphe, et que très proche de la nature, avec des pouvoirs magiques, double fascination-répulsion, toujours cette double facette. Et en fait, ça, les féministes, bien sûr, n'en voulaient plus, et elles avaient raison, parce que cette image-là nous a en fait été collée par des hommes pour nous dissocier de la culture et de la technique et etc. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est vraiment une stratégie d'oppression des femmes qui a été mise en place, de nous associer avec la nature. Et les féministes l'avaient bien compris, et donc elles ont refusé de penser ce lien femme-nature à ce moment-là. Mais ce qu'ont fait les écoféministes, c'est qu'elles ont détricoté cette analyse femme égale nature. Elles l'ont pensé autrement. Et c'est ça que j'ai trouvé dans cette pensée écoféministe d'intéressant, c'est qu'elles se sont dit pourquoi on a associé les femmes à la nature, et elles ont compris qu'il y avait eu toute une métaphysique, ce dualisme qui nous avait oppressés, exploité, tout ce que je disais tout à l'heure, et elles l'ont pensé autrement, ce lien entre les femmes et la nature, ce que les féministes des premières générations n'ont pas pu faire parce qu'elles avaient d'autres combats à mener, comme l'IVG, social, etc. Ce qu'on comprend. Ce que j'aimerais, c'est qu'on prononce jamais un mot un peu difficile qui finit par isme sans l'expliquer. Et donc, l'essentialisme, juste pour essayer de dire en une phrase ce que c'est, ça s'oppose au constructivisme, mais là, je rends le truc encore plus compliqué. Mais l'essentialisme, pour Aristote, c'était le fait que l'essence, si je comprends bien, précède l'existence. Et que, du coup, voilà, il y a des grandes catégories qui précèdent finalement ce qu'on est. Et c'est ce que tu disais sur les femmes. Les femmes seraient, d'essence féminine dont elles ne pourraient pas se sortir. Et donc, voilà. Et donc, il y a une opposition. Ce qui s'oppose à l'essentialisme, c'est le constructivisme célèbre. Simone de Beauvoir, qui a dit cette phrase qu'on ne naissait pas femme, mais qu'on le devenait. On ne naît pas femme, on le devient. C'est ça, le constructivisme qui s'oppose à l'existentialisme. Moi, je pense qu'on est femme et on le devient. Ah, en un seul mot? On est femme et on le devient. Non, mais du verbe naître ou du verbe être? Du verbe naître. Et on le devient. Ah oui, très bien. Ok. Non, mais voilà, comme ça, c'est clair. Très bien. Bon, alors attends. Regroupons un petit peu tous ces moutons qui se sont égayés dans la nature. On a essayé de définir l'écoféminisme en 2 phrases. On en a fait 50. C'était très bien. Il vaut mieux avoir plus que pas assez dans la vie. Ensuite, on a dit sous quels auspices c'était né dans les années 70-80. T'as donné quelques exemples aux États-Unis jusqu'au Pentagone. Ces femmes qui dansaient. Ça n'a pas toujours été bien compris. Et même jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas honte de le dire, j'ai quelques potes qui sont très antiféministes et qui mettent beaucoup de choses dans ce sac-là de l'antiféminisme. Et donc, je pense qu'il faut l'aborder avec souplesse et bonhomie et beaucoup de choses. Juste pour dire que les 2 principaux reproches qui sont faits au féminisme en général et l'écoféminisme, on a bien compris que c'était pas la même chose en particulier, voilà. C'est justement ça, c'est un reproche d'essentialisme et un reproche de mysticisme. Ça veut dire que voilà, pour les anti-ça, vous seriez toutes des femmes qui embrassent les arbres, qui font des câlins aux arbres, qui voilà, très mystiques, très sorcières, très des rituels bizarres que personne comprend. Je le dis, j'exagère volontairement, je le décris comme ça parce que je ne le pense pas, mais c'est le reproche principal qui est fait.
c'est voilà, tu vois, de mysticisme, justement des nouvelles sorcières un peu bizarres avec des rites qu'incarne d'ailleurs Starhawk, qui est une peut-être c'est le moment d'enchaîner sur Starhawk, ou peut-être que tu veux parler d'autre chose avant. Starhawk, évidemment, sorcière néo-païenne que je viens de rencontrer en septembre dernier en Belgique. Qui est cette femme? C'est une sorcière néo-païenne, une femme qui réinvente la politique sous les auspices de la déesse, de la magie, et qui a écrit un livre qui s'appelle Rêver l'obscur, qui est de toute beauté. Mais avant tout ça, c'est une Française? C'est une thérapeute, c'est une Américaine, une thérapeute, activiste écologique qui est écoféministe, sorcière néo-païenne, militante anti-nucléaire, pacifiste, enfin voilà, qui est un emblème d'une branche de l'écoféminisme qui est appelée l'écoféminisme spirituel. Donc pour te répondre sur ces sorcières, sur ces etc., toute cette valse de tous ces hommes sur des balais qui sont là, ils tournent autour et ils sont sur leur balai, et en même temps ça les fascine. Je pense qu'il y a cette double réaction face au féminin spirituel qui est la fascination-répulsion. Et ce que dit Starhawk, et ce que je crois moi aussi, c'est que la spiritualité dans l'écoféminisme, ça n'est pas de voir l'invisible, ça n'est pas d'aller vers la magie invisible, c'est tout simplement de redécouvrir la magie de ce qui est sous nos yeux. Et quand je parlais de réenchanter le monde tout à l'heure et de la poésie de l'écoféminisme qui me touche presque autant en fait que leur message politique, c'est cet appel à voir la beauté et à voir le plaisir qu'on peut avoir à vivre sur cette terre, à se réenchanter. Je me permets de te couper, tu vas mettre une baffe. Non, mais c'est juste pour que tu me donnes un exemple concret. Donne-moi un exemple concret de réenchanter le monde. C'est quoi concrètement, c'est quoi? Alors, très très concrètement, c'est replanter des arbres, éviter qu'on ne les coupe, c'est nourrir le sol qui est en train de se détruire partout dans le monde, mettre du compost, créer des communautés de vie qui soient sur des valeurs de justice et d'équité, c'est se mettre au service de l'eau, c'est de protéger cet élément miraculeux, vraiment. Revoir l'éducation, le vivre ensemble. Peut-être, oui, se créer ces communautés résilientes, c'est ramener de la nature dans les villes, c'est végétaliser, c'est nous relier entre nous sur des valeurs d'équité et de justice. Voilà, ça c'est réenchanter le monde. Tout ce que tu dis, c'est ce que veulent aussi les écologistes. Enfin, c'est un peu normal. Hein. Il y a écologie dans écoféministe. Bien sûr, mais là, je te répondais sur l'aspect spirituel, sur cette immanence, sur cette déesse. En fait, l'écoféminisme met le Père qui était au ciel, qui était un petit peu lointain, voilà, on le ramène sur Terre. On a une spiritualité laïque, donc, qui est sur Terre, qui n'est pas une religion. Hein, attention, c'est évidemment pas du tout la même chose, au contraire. L'immanence, c'est le contraire de la transcendance. Donc, on est sur de la magie réelle, le chant d'un oiseau, la beauté du printemps qu'on a vu éclore sous nos yeux pendant le Covid, de réapprendre à regarder toutes ces merveilles qui sont sous nos yeux, y compris des êtres humains. Voilà, tu es en face de moi, je connais notre amitié depuis très longtemps, je m'émerveille de pouvoir encore avoir ces discussions ensemble, de pouvoir retrouver ce plaisir. Et en fait, quand on appuie sa puissance sur le plaisir d'agir et sur l'émerveillement, on en tire une force extraordinaire, bien plus forte que l'énergie du désespoir. D'accord. Ça, c'est mon grand truc de dire d'accord. Tu te coupes au montage après? Non, justement, je me garde au montage souvent. Tu coupes les autres? Non, je plaisante, je me coupe souvent aussi, évidemment. D'accord. Alors moi, j'avais noté un autre mot qui est un mot célèbre pour les écoféministes, c'est la Wicca. La Wicca, c'est un rite, c'est un rituel. Je veux bien que tu m'en dises un mot. C'est quoi? C'est danser, nu? Je suis volontairement. On vient à Starhawk alors. Tu veux que je te dise que les écoféministes dansent nus sous les étoiles? Est-ce que ça te... C'est cette caricature que je te jette en pâture pour que tu la déconstruises mieux. Mais oui, en effet, la Wicca, donc c'est quoi ces femmes qui dansent à la lumière de la lune? Mais on en revient à Starhawk. Ce sont des femmes qui se réapproprient leurs relations spirituelles, poétiques, sensibles et émotionnelles et corporelles avec la nature. Donc ça passe par peut-être la danse, bien sûr, oui, la spirale danse, j'ai expérimenté, c'est 100 femmes qui dansent en spirale avec une énergie de dingue sous la lune. Un peu comme des derviches tourneurs, sauf que c'est des femmes. Oui, sauf qu'on est 100 et qu'on tourne pas sur nous-mêmes, mais qu'on s'enlace entre nous sur centaines de femmes, c'est extraordinaire. Est-ce qu'il y a une notion d'empowerment, de force, d'énergie, de puissance de femme? Non, alors pardon, c'est sans doute un truc de mec un peu idiot. Est-ce qu'il y a une notion de sensualité? Chacun peut le ressentir. Il y a une notion de puissance
puissance du féminin, parce qu'on n'a pas lancé ce mot puissant, je sais pas s'il était sur la liste des mots que tu voulais me soumettre, mais quand même, il y a une volonté de retrouver la puissance du féminin, donc en lien avec la lune, en lien avec la pluie, en lien avec les arbres, en lien avec le sol, en lien avec les fleurs, en lien avec les animaux, et ce lien-là, spirituel, qu'on a eu de toute éternité, nous, espèces humaines sur la Terre, on l'a eu, juste on l'a perdu, et les Wicca veulent retrouver, mais non pas reclaim, non pas se réapproprier ce lien selon une injonction qui leur aurait été faite par des hommes, mais cette fois se réapproprier librement leur relation avec la nature qui comporte tous ces éléments d'invisible, de magie, de poésie, qui ne le voient pas. Juste, ça vient d'où Wicca? C'est un mot qui est d'une autre langue? Alors Wicca, c'est un mot qui vient d'une autre langue, on oui, dirait qui peut être celte, qui peut être... Je sais qu'en tout cas, c'est les Anglais, c'est un mouvement anglais. Les Wicca sont nombreuses en Angleterre. C'est un nom qui est très utilisé par des femmes anglaises. Ce qui est frappant, c'est que tu parlais effectivement de ce que pouvait être une Wicca, c'est-à-dire un rassemblement de femmes qui dansent dans la nature, et on peut entrevoir ce que c'est. C'est la nuit de Walpurgis. C'est la nuit des sorcières. Non, enfin, pardon. C'est ce que ça paraît être aux yeux des profanes comme moi, comme d'autres hommes, beaucoup de gens qui entendent parler du truc et qui se disent, ah, mais c'est comme les sorcières au Moyen-Âge. Et c'est peut-être ce que faisaient ce qu'on appelle aujourd'hui des sorcières au Moyen-Âge, qui étaient rien d'autre que déjà des femmes éclairées qui se réunissaient et qui faisaient peut-être ce qu'on a appelé le Shabbat, qui n'était pas ce truc débile avec les balais et se jeter des sorts et bouffer des crapauds, qui étaient déjà des femmes peut-être qui échangeaient sur des sujets de médecine, peut-être même philosophiques, sauf que voilà, aujourd'hui c'est juste resté sous le nom de Shabbat et de sorcières et ce truc horrible. Les sorcières étaient des guérisseuses qui ont eu le courage de continuer à soigner les gens dans les villages, alors que les riches et les nobles avaient leur médecin de Salerne, qui avait été formé dans les universités. C'est quoi un médecin de Salerne? Et l'école de Salerne, c'est une des plus anciennes écoles de médecine du Moyen-Âge, où les médecins allaient se former, les hommes, alors que les femmes n'y avaient pas accès. Donc elles se rabattaient, entre guillemets, elles se contentaient des villages où elles allaient soigner dans l'humilité la plus totale, avec leur médecine à rebours, avec leur dosage qu'il fallait qu'elles connaissent, des plantes qui, comme la belladone, et qui tuent ou qui guérit. Elles connaissaient cette médecine à rebours, de plantes, et elles les pratiquaient pour soigner le tout un chacun, le tout venant dans les villages, donc les plus pauvres et les plus vulnérables. Il est fort à parier d'ailleurs que c'était sans doute beaucoup plus efficace que les saignées et autres remèdes de Diafoirus qui ont marqué toute la médecine du Moyen-Âge et jusqu'à il y a pas si longtemps finalement. Enfin, la médecine moderne a charrié pas mal de... Je reviens sur la magie, parce que l'analyse que peut en faire une femme comme Starhawk est très riche pour nous, et je voudrais t'en dire 2 mots si tu le veux bien. La magie, c'est pas seulement le souvenir plus ou moins fantasmé, je crois que c'est vraiment un fantasme d'homme, de ces femmes sur des balais. Un fantasme dangereux pour les femmes. Mais c'est réintroduire la magie dans la politique. Et en l'occurrence, ce que révèle l'obscur, donc Magie et politique, c'est le nom de l'ouvrage de Starhawk, qui est extraordinaire. Elle montre que la magie, c'est tout simplement de se mettre ensemble, de faire des rituels dans un groupe d'activistes écologiques, donc c'est l'activisme spirituel, hommes et femmes, et d'apporter en fait ces rituels pour se souder, pour poser des intentions d'action très fortes, pour se conscientiser ensemble, pour avoir une action efficace, implacable, pour être aussi dans un état de gratitude envers la terre, pour être dans un militantisme qui ait vraiment un sens et qui ait une étoffe, je veux dire une densité qui va au-delà de se battre. Parce que se battre seul n'est pas nourrissant. Se battre contre n'est pas nourrissant. Alors que réintroduire du sens, de l'intention, du cercle, des rituels, ça c'est nourrissant pour le groupe. Alors je te reconnais bien là et tu as été ça toute ta vie. Si on essayait de prendre un petit peu de hauteur et de se dire, tu sais, il y a eu le Covid, il y a eu la Covid, il y a eu cette phrase terrible qu'on a souvent entendue, à savoir que les gens qui sont pauvres se préoccupent beaucoup plus de la fin du mois que de la fin du monde. Alors je dis pas que tout ça est derrière nous, on est encore dedans, mais la question que j'ai envie de te poser, c'est que malheureusement, je pense qu'il y a qu'une minorité de femmes qui est acquise à ces idées et que la plupart des gens ne comprennent pas du tout ces choses d'écoféminisme. Et il est fort à parier que ça prendra du temps avant de conquérir les foules. C'est ça le constat que... Alors, conquérir les foules, je sais pas si c'est l'ambition de l'écoféminisme. Une minorité agissante a beaucoup plus de pouvoir, selon la phrase de Margaret Mead, que des foules. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les injustices extrêmement fortes qui sont aujourd'hui dans nos sociétés... Qui était Margaret Mead, pardonne-moi? Une anthropologue qui a étudié les populations primitives dans le monde entier, qui a étudié aussi les changeurs de monde, enfin, on va dire... Une Claude Lévi-Strauss américaine. Voilà, une conspiratrice positive avant l'œuvre.
Elle a étudié ça, c'est cette phrase, elle a étudié aussi les changements de monde et elle disait que ne doutons pas qu'une minorité active a la capacité de changer le monde, c'est toujours ainsi que ça s'est fait. Donc je crois beaucoup aux minorités actives. L'écoféminisme est une minorité active qui n'existait pas dans les esprits il y a quelques années, qui est en train d'exister très fort aujourd'hui. On me demande souvent, dans beaucoup de partis politiques, ça agite, il y a des sections d'écoféminisme, je suis intervenue à plusieurs reprises chez les Verts ou chez Urgence Écologie ou d'autres partis pour parler de l'écoféminisme parce que ils sont conscients que l'écoféminisme a à apporter quelque chose à la politique. C'est ce que tu disais par minorité agissante. Et c'est ce que je disais par minorité, c'est ce que je disais aussi par renversement de valeurs aussi, de faire une écologie plus émotionnelle, moins mentale, moins abstraite, plus reliée au corps, qui va plus parler aux gens, moins intellectuelle, qui est une écologie de l'action, de l'art, qui réintègre l'émotion, les intuitions, etc. Et ça, au contraire, je trouve que c'est très accessible et c'est plus accessible peut-être pour tout le monde quand on parle de l'amour des arbres, quand on parle de l'amour des animaux, quand on revient à des choses très simples, de l'eau, de l'air, du sol, parce que les écoféministes, dans le monde entier, elles sont en première ligne, c'est l'expression consacrée, parce que elles sont déjà touchées par toutes les destructions de la nature. Donc c'est pas du tout quelque chose de très abstrait, au contraire, l'écoféminisme, c'est la façon qu'ont les femmes dans le monde entier de se coltiner déjà toutes les dégradations de l'écologie, parce que c'est elles qui sont chargées en général de laver, de donner à boire, de manger. Mais comment tu veux laver un enfant quand l'eau est dégueulasse ou qu'il y a des métaux lourds dedans? Comment tu veux donner à boire à ta famille, puisque c'est leur rôle, quand l'eau est polluée par tout un tas d'industries chimiques? Et comment tu veux cultiver les sols, parce qu'en Afrique, 80% des sols sont cultivés par les femmes. Elles sont à l'origine des cultures vivrières. Et à ce moment-là, elles sont déjà aux prises avec des sols secs sur lesquels plus rien ne pousse. Et donc c'est là qu'elles deviennent, elles deviennent des figures, elles prennent le devant de la scène politique. En Inde aussi, il y a plein d'exemples de femmes politiques parce qu'elles sont confrontées déjà aux conséquences visibles et concrètes de la destruction de l'écologie. Tu vois, elles sont pas dans des bureaux, elles sont pas dans les séminaires, elles sont pas dans des réunions, elles ont pas de costume cravate. Et là, elles sont, donc c'est tout sauf élitiste. Au contraire, c'est un mouvement hyper pour la justice sociale. D'ailleurs, c'est très proche des mouvements pour les droits civiques aux États-Unis ou mouvements pour la justice sociale. Parler d'Inde, il y a Vandana Shiva qui est écoféministe. Oui, Vandana Shiva, c'est une figure de l'écoféminisme. Oui, c'est un prix Nobel alternatif, c'est une physicienne, c'est une femme qui a été marquée par une petite histoire que je pourrais te raconter. Vas-y. En 1974, dans une petite vallée de l'Himalaya, des experts décident d'aller détruire tout un tas de forêts. Et des paysannes illettrées de l'Uttarakhand, d'un état de l'Inde, de cette vallée de l'Himalaya, s'opposent fermement à cette destruction des arbres. Et parce qu'elles savent que si on coupe les arbres, les sols vont s'éroder, l'eau ne va pas rester dans les sols, elles ne seront plus protégées des vents violents, elles n'auront plus de petits bois pour faire à manger et elles n'auront plus la ressource quotidienne qu'elles puissent dans la forêt. Et pour s'opposer aux experts forestiers, elles enlacent les arbres. C'est les premières tree huggers, elles enlacent les arbres nuit et jour pour empêcher que les experts ne coupent ces arbres. On a appelé ça ce mouvement Chipko Andalan, qui est le mouvement de l'étreinte. Et en fait, ces paysannes illettrées ont gagné contre les experts, les arbres n'ont pas été coupés et ce mouvement a fait tache d'huile dans toute cette vallée de l'Himalaya. Et Vandana Shiva, qui était voisine, qui était à l'époque une toute jeune fille, a vécu avec ces femmes, a été impressionnée par leur connaissance, par leur savoir justement, qui était un savoir très local et très concret. Elle savait, ces femmes, à quel point les arbres sont vitaux, essentiels pas faire dans des la fautes forêt. d'orthographe dans mon podcast, Pascal, attention. Donc elles savaient que ces arbres sont essentiels à la vie de la communauté et elles ont gagné. Et Vandana Shiva, qui était là, a été très marquée. Elle est devenue leur porte-parole. Et ensuite, elle est devenue une figure internationale de l'écoféminisme. Elle s'oppose à Monsanto, elle s'oppose à tous les plus grands lobbies du monde. C'est une femme incroyable qui est pour la liberté aussi des semences et des graines. Ça, c'est un autre sujet. Qui a créé à Navdanya, en Inde, une ferme en permaculture qui distribue gratuitement des graines et des semences à tous les paysans indiens qui autrement sont pieds et poings liés avec Monsanto et qui se suicidaient par cohorte entière il y a quelques années. Vandana Shiva a été marqué par ce mouvement de l'étreinte, cette petite histoire qui s'est déroulée en Himalaya. J'ai cru que tu allais me donner une gifle quand je t'ai demandé qui est Vandana Shiva. C'était rhétorique, je la connais, c'était juste pour que tu... Je la connais. Je voudrais rappeler que
il y a moins d'un mois, il y a quand même une grande victoire par rapport à ces graines brevetées. Il y a Cocopelli en France qui fait ça. Donc Cocopelli, c'est quoi en 2 mots? C'est une agence qui propose des graines d'antan et qui ne sont pas brevetées, justement pour qu'il y ait aussi de la biodiversité dans l'agriculture, ce qui est un truc qui manque. Donc voilà, enfin ce combat de Vandana Shiva, il est aussi porté en France par cette assos. Je vais bientôt les interviewer d'ailleurs, je le glisse au passage. Et on a eu cette bonne nouvelle. Là, il y a un mois, voilà, c'est devenu légal dorénavant de pouvoir cultiver des graines qui ne sont pas ces graines que nous vendent les multinationales, ces graines brevetées, souvent OGM, etc. Maintenant, on peut planter des graines paysannes d'antan que quelques rares contrevenants ont gardé sous le manteau et se faisaient circuler entre eux pendant finalement des dizaines d'années. Voilà, donc ça c'est plutôt cool et on en parlera bientôt avec eux. La désobéissance créatrice. Voilà. C'est ça. Est-ce que tu veux faire une pause? Est-ce que ça va bien? Non, ça va. On va continuer, Pascal. Donc, on a évoqué Vandana Shiva. Je veux bien que tu me dises, s'il te plaît, vraiment, juste en quelques phrases, elle est très connue, en effet. Elle a eu le prix Nobel alternatif. C'est quoi le prix Nobel alternatif? C'est un prix qui récompense des femmes et des hommes qui ont une pensée alternative, qui est pas mainstream. Certes, mais qui est remis par qui? J'en sais rien. Bon, on vérifiera. Je sais pas, tu vérifieras. On vérifiera. Le prix Nobel alternatif. Donc, c'est bien de le préciser. Elle n'a pas eu le prix Nobel, oui. on va dire officiel. Ouais. C'est quand même une figure. Qu'est-ce qu'elle fait, Vandana Shiva, en quelques phrases? Elle milite, elle plante des choses, elle distribue des graines, tu disais. Qu'est-ce qu'elle fait en quelques phrases? Vandana Shiva, elle se bat contre tous les lobbies puissants de ce monde qui considèrent l'agriculture et les sols comme une donnée financière et une donnée de rente et non pas une source d'alimentation et de vie et de partage. Donc elle s'est battue contre Monsanto, elle a créé cette ferme où elle cultive des semences et des graines qu'elle distribue partout en Inde, comme je te le disais. Et elle a des expressions très fortes aussi pour parler de cette désobéissance créatrice, la désobéissance civile. Finalement, elle est pacifiste. Elle incite tout un chacun à revenir à cette question fondamentale de l'alimentation. Pour elle, l'alimentation, Vandana Shiva, elle défend une agriculture vivrière contre une agriculture de rente financiarisée. Alors, tu me diras, un homme aurait pu défendre ces idées. Qui soit pas une agriculture à grande échelle. Qui soit pas une agriculture à grande échelle, qui soit pas une agriculture transformée, qui soit pas une agriculture OGMisée, j'invente un mot, mais qui soit pas une agriculture trafiquée, qui soit pas une agriculture artificielle. Et en fait, des hommes auraient pu faire ça aussi. Sauf que elle a été marquée par le mouvement de l'étreinte, elle respecte et elle croit profondément de par son expérience, que le savoir et l'expérience des femmes est plus puissante aujourd'hui pour changer le monde que celle des hommes, qui sont dans un moule de patriarcat dont ils ne peuvent pas sortir. Peut-être que c'est le cas de l'Inde et un peu moins d'autres pays, mais en tout cas c'est le cas de l'Inde et de beaucoup de pays. Je crois même que c'est le cas aussi de la France. Bon alors, Vandana Shiva, c'est mondialement sans doute l'écoféministe la plus connue. Est-ce qu'on peut évoquer quelques autres personnages connus? Alors moi j'ai eu le plaisir d'en interviewer une en France, c'est ta copine Laure Noila, alias Brigitte Kyoto, qui, d'après ce que j'ai compris, se définit aussi comme écoféministe, ou j'ai mal compris? Oui, elle se définit comme écoféministe et c'est très bien. Il y a pas mal de femmes autour de moi qui étaient écologistes, qui étaient ingénieurs, qui étaient et dans Sœurs en écologie, je fais le portrait de quelques femmes contemporaines comme Valérie Cabanès ou Isabelle Delannoy, qui se mettent et pardon, est-ce que dans l'écoféminisme. Tu as dit des noms, tu peux les résumer pareil en un micro-paragraphe? Que fait Isabelle Delannoy? Que fait Valérie Cabanès? Alors, Valérie Cabanès, qui est porte-parole d'un mouvement qui s'appelle End of Ecocide on Earth et qui en fait qui se bat pour la reconnaissance de droits à la nature. L'écocide, pour la reconnaissance de l'écocide, qui est l'idée selon laquelle quand on détruit des rivières, des forêts, des lieux de nature, des écosystèmes, c'est un crime contre l'humanité. D'accord. Et Isabelle Delannoy est l'inventeur de l'économie symbiotique, qui est en fait toute une nouvelle économie qui est en symbiose avec le vivant et qui régénère les milieux naturels et qui est totalement proche des idées biomimétisme et que tu auras certainement à ton micro dans quelques moments. Mais il y a aussi Elinor Ostrom, la théoricienne, on va dire, des biens communs, ou George Sand, qui a été une des premières femmes qui a pensé le lien émotionnel avec la nature au moment. Tu passes de l'actuel à l'ancien. Oui, non, mais tu fais bien, j'aime bien ces petits sauts de cabri dans le temps. Il y en a eu plusieurs. Il y a Rosa Luxembourg aussi. Qui, là tu. Ouais. Ah oui, là on est très transversal Non, mais fais-le. Ça. Mais du moment que tu dis à chaque fois en quoi elles sont écoféministes. Alors, Rosa Luxembourg. Rosa Luxembourg, quand on lit les lettres de prison, parce que Rosa Luxembourg a été enfermée de longues années, je crois que c'est une dizaine d'années dans des prisons,
Quand on lit ses lettres... C'était quelle époque, Rosa Luxembourg, Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas? Le XXe siècle. Rosa Luxembourg est une marxiste qui a œuvré à la première constitution allemande. Donc elle s'opposait à l'empereur, et pour ses prises de parole, elle a été emprisonnée de longues années, une dizaine d'années, et elle a écrit ses lettres de prison, et dans ces lettres de prison, on constate qu'elle éprouve une empathie pour les animaux et un amour pour la nature extrêmement fort. Elle se sent une proximité avec les oiseaux, elle plante le premier jardin de prison. Ça a été très peu connu, et ça a été même passé sous silence. Pourquoi? Parce que, à mon avis, une femme qui aimait les petits oiseaux, ça pouvait pas être une marxiste sérieuse. Et on a passé sous silence son empathie et son amour pour la nature, qui pourtant transparaît dans ses écrits, pour qu'elle soit davantage prise au sérieux par le mouvement marxiste-léniniste pur et dur. Et on redécouvre, en fait, elle interpelle sur l'interdépendance avec la nature, sur l'amour pour le vivant, sur la nécessité de préserver la nature, et surtout, elle décrit ses myosotis dans sa cour de prison de façon extraordinairement belle et poétique. Alors, juste pour préciser, Rosa Luxembourg, elle est née en 1871. Elle est morte assassinée en 1919. En Allemagne, en effet. Elle est née en Russie. Et voilà, comme tu l'as dit, c'est une militante socialiste et communiste et une théoricienne marxiste. Alors, ça, c'était pour Rosa Luxembourg. Qui tu as cité de très ancien juste avant? Tu as fait un saut quantique dans le passé. T'es passé des George Sand. George Sand. Alors, George Sand. On la connaît mieux. Alfred de Musset. On la connaît mieux. Et elle a écrit des phrases de toute beauté sur la nature. Elle était à l'origine dans un comité de création de la première réserve de la forêt de Fontainebleau. Parce que elle avait déjà bien vu que détruire la forêt de Fontainebleau, c'était détruire la forêt pour les générations futures. Elle avait ce sens de l'interdépendance, ce sens de l'interrelation entre les êtres humains, qui est une pensée importante pour les écoféministes aussi. À ce compte-là, toutes les femmes qui... je pense aussi à Virginia Woolf, qui avait une grande personnalité, une forte personnalité et beaucoup de... Enfin voilà, qui était brillante intellectuellement et qui s'opposait à pas mal de trucs de l'époque, sont quelque part, vous les récupérez un petit peu, toutes ces femmes. Alors il y a peut-être un peu de ça, en effet, de récupération. Je pense que c'est vrai. Par exemple, sur le mouvement Shipko-Andalan, 1974, il a été un petit peu cité comme emblème par les écoféministes des années 80, mais tu vois, il est antérieur à la naissance de l'écoféminisme. En fait, tout le monde comprend que vous vous reconnaissez dans ces valeurs-là. Voilà. Et que bien sûr, ça n'existait pas, c'était pas théorisé à l'époque. Sauf que, voilà, oui, c'est intéressant de voir que les combats étaient un peu les mêmes, finalement. Alors, Virginia Woolf... C'est pas de la récupération, c'est une continuité. C'est une continuité, Hildegard de Bingen. J'ai vraiment l'impression de te servir la soupe. Faut que je trouve des trucs plus... Parce que je partage ces idées aussi, forcément. Bah, c'est bien d'avoir un homme qui partage des idées, c'est pas si commun. Et je les admets en grande partie, après, je pratique pas beaucoup de choses. Oui, je suis en tout cas sympathisant, évidemment. Quand on lit Les Vagues de Virginia Woolf, ou même Une chambre à soi, c'est vrai qu'on est sur des idées vraiment de puissance du féminin, et de fragilité en même temps, évidemment, mais aussi de grande admiration. On a une écriture biomimétique, si tu me permets, parce qu'elle écrit Les Vagues avec un rythme, le rythme de la mer. C'est-à-dire qu'elle écrit ce roman avec le souffle des éléments marins. Donc elle est en empathie avec la nature, elle défend la condition d'écriture ou le statut d'écrivaine des femmes. Donc elle est féministe sur ce plan-là. De là en faire une écoféministe, je ne pense pas, effectivement, mais en tout cas, effectivement, c'est des valeurs qui sont proches. Janine Bénus aussi, elle est... Ah oui, alors, tu veux dire un mot sur Janine Bénus? En fait, elle est citée aussi dans mon livre sur l'écologie. J'en fais une des grandes sœurs. Commence par dire qui c'est. Alors, Janine Bénus a été la théoricienne du biomimétisme. Elle est partie sur le terrain, observer comment les pêcheries, comment les sites de foresterie étaient gérés collectivement par les communautés, pour voir quelles étaient les alternatives à la propriété, qui n'empêchait pas la destruction des milieux. Donc juste pour dire que c'était une scientifique au départ. C'était une scientifique. Une biologiste qui est la maman, la seconde maman dans le temps du concept même de biomimicry, qui déjà était un peu différent du biomimetics d'Otto Schmidt. Son truc, c'était juste copier la nature sans avoir ce souci de la préserver. D'où les deux mots différents en anglais et en français qui existent aussi, mais que c'est moins su. Enfin, en gros, il y a l'arbre du biomimétisme qui cache ces deux forêts-là. C'est vrai. Et voilà, il peut y avoir de l'innovation pure et dure qui est parfois non respectueuse de la nature, avec les histoires de terres rares dans la robotique. Enfin, c'est l'exemple classique. Ceux qui font des robots font pas attention, à ce qu'ils utilisent, les terres rares. Donc ça, c'est pas très écolo. Et puis, ceux qui envisagent une éco-conception dès l'origine. Pour s'inscrire dans ces valeurs de l'écoféminisme, de coopération avec le vivant et non pas d'exploitation avec le vivant, et d'inspiration et non pas de prédation,
Janine Benyus, évidemment, porte un biomimétisme durable ou qui s'inscrit dans une démarche de préservation des ressources et d'observation et de coopération. Et toutes les femmes que j'ai été un petit peu découvrir dans l'histoire avaient cette démarche-là d'observation, de coopération avec le vivant. Elles étaient avec, pour et dans la nature et non pas au-dessus, contre et au milieu de la nature. Là, on commence à avoir cité pas mal de tes sœurs en écologie qui sont voilà des femmes qui t'inspirent et dont tu te sens proche. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu souhaiterais citer? Alors là, on a parlé des sœurs en écologie qui étaient connues ou que j'ai essayé de relier dans un tableau de famille, qui est l'intention de mon livre, de faire un tableau de famille de ces sœurs en écologie depuis Hildegard de Bingen jusqu'à nos jours. On a aussi toutes ces sœurs dont je me sens très proche. Je vais pas boire des coups avec elles, mais je me sens très proche d'elles, qui sont dans des réseaux de femmes de terrain, qui sont dans des réseaux qui militent à la fois pour aider les femmes à avoir plus de puissance et en même temps plus d'action. De puissance de moyens, ça dépend par exemple de puissance personnelle, c'est-à-dire en se réappropriant un lien avec la nature, on augmente aussi la confiance en nous parce que on a quand même gardé cette fragilité, cette idée que comme on était des femmes, on n'avait pas le droit de révéler nos fragilités, notre intuition, que c'était louche, qu'on était des sorcières si on allait justement dans la forêt toute seule. Mais en fait, quand on se réapproprie ce lien et ce chemin vers la nature, ça nous rend au contraire, ça nous redonne de la force et de la puissance. De la puissance. Et il y a toutes ces femmes qui se battent sur le terrain, qui sont dans des réseaux donc politiques et en fait d'une nature subie, elles sont passées à une écologie émancipatrice. Je voudrais en citer une qui m'est très chère aussi, qui s'appelle Lois Gibbs, qui est vraiment une figure, elle, inratable de l'écoféminisme, qui dans les années 80 a découvert qu'il y avait un dépôt de déchets toxiques à côté de l'école de ses enfants. C'est l'affaire Love Canal. Elle était mère de famille, pas du tout militante, pas du tout écolo, et elle s'est vraiment découverte là. Elle a fait des pétitions, elle a été voir ses voisins, elle s'est battue pour faire déplacer et détruire en fait ce dépôt de déchets toxiques. Ce qu'elle a obtenu, elle a obtenu un acte de loi qui interdit la double peine que dans les quartiers les plus pauvres, on fout aussi tous les déchets toxiques à côté des écoles ou à côté des habitations des gens. Elle a été à l'origine de l'agence de protection de l'environnement américaine. Elle est devenue une figure emblématique de la lutte. Erin Brockovich, dont l'histoire me paraît similaire. C'était à peu près au même moment. Love Canal, c'est 1982-1983. Et elle a surtout créé un centre que j'admire beaucoup, qui est un centre for Environmental Justice and Health, où elle forme en fait des habitants de quartier qui se voient justement tout d'un coup attribuer des déchets toxiques, parfois très dangereux, avec des incendies souterrains. Il y a des histoires terrifiantes. Ils sont toujours dans les quartiers les plus défavorisés. Et elle forme ces habitants qui savent parfois pas lire, pas écrire, qui savent pas signer de pétition, qui savent pas trouver le bon échelon administratif. Elle forme ces gens-là à pouvoir créer des actions de quartier, à s'opposer finalement à ces sources de pollution chimique et à créer des actions, voilà, collectives. D'accord. Ah bah, je t'ai fait le geste qu'il fallait finir et toi tu finis tout de suite. C'est parfait. Nous comprenons. J'ai un peu fini avec mes questions. Est-ce qu'on a couvert tout ce que tu pensais couvrir? Est-ce qu'il y a des choses importantes dont on n'a pas parlé? Moi, je pense que c'est très jubilatoire pour des femmes qui sont déjà engagées dans l'écologie et qui sont déjà dans une action de terrain, de se réapproprier cette magie finalement, de pouvoir découvrir ce que c'est que d'être dans une sensibilité, de communier avec la nature, de découvrir les bains de forêt, ce qui a été mon cas, de découvrir ce rapport émotionnel avec la nature. Je trouve que c'est très jubilatoire de quitter l'environnement, qui est une matière extérieure à nous finalement, c'est ce qui nous environne, pour arriver à se rapprocher de la nature jusqu'à notre nature interne finalement, intérieure, dont il faut prendre soin tout autant que la nature extérieure. D'accord. On a en tout cas bien compris ce message et cet appel. J'en viens à ma question sur le titre de mon podcast, Baleine sous gravillon. Alors je vois que tu es sur les starting blocks. Apparemment, il t'inspire quelque chose. Non, pour moi, c'est anguille sous roche. C'est ce que t'aurais pour tous tes intervenants. Non. Enfin, non. Alors après, il y a de subtiles variations. Enfin, il y en a qui voient sous les pavés la plage. Non, c'est assez varié en fait. Il y en a aucun me répond la même chose. Donc, sens-toi libre de dire ce que toi tu. Alors, pour moi, baleine sous gravillon, ce que j'adore parce que je vois immédiatement la baleine sortir finalement d'un trottoir parisien, je sais pas pourquoi. Mais pour moi, c'est vrai, ça évoque l'anguille sous roche. Et te connaissant en fait ta limpidité et presque ta pureté originelle, je trouve que le titre est totalement en décalage
avec ta personnalité que je connais depuis 20 ans. Il n'y a pas d'anguille sous roche avec toi. En général, t'es très cash, tu dis les choses. Et donc, c'est drôle d'avoir choisi ce baleine sous gravillon qui me paraît tellement à l'opposé de ce que tu es. Alors j'ai envie de te demander pourquoi t'as choisi ce titre-là, mais je sais pas si on aura le temps. Ah si, je trouve ça intéressant. Tu me fais rougir là parce que effectivement là, tu t'es assuré une réponse extrêmement originale parce que en général les gens que j'interviewe on se connaît pas et bon. Bref, en tout cas merci pour ce compliment. Et pourquoi j'ai choisi ce titre? Alors ça, j'y ai déjà répondu plusieurs fois. Et de manière extrêmement ouverte, en disant que une œuvre, alors j'assimile pas ce que je fais à une œuvre, je sais pas comment appeler ce que je fais, mais ne nous appartient pas dès lors qu'elle devient publique, dès lors qu'on la publie. Un titre, un texte, l'interprétation est libre. Ceci étant précisé, je suis aussi assez rigolard. Et voilà, baleine sous gravillon, c'est une expression qui m'a bien fait marrer la première fois que je l'ai entendue. Et au moment où j'ai cherché un titre pour ce podcast sur la nature, j'ai quand même réfléchi assez longtemps. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais mettre? Il faut que ce soit un titre, comme tous les titres de podcast que j'aime, qui soit à la fois informatif, hyper clair, et qui ait quand même une sorte de twist, de blague. Ben voilà, je me suis rappelé de Baleine sous gravillon. Et après, c'est vrai que tous ceux que j'ai interviewés et qui me répondent au fil des émissions me répondent des choses qui à chaque fois m'éclairent moi-même. C'est-à-dire que par exemple, effectivement, sous les pavés la plage, donc une sorte de message d'espoir, hein, rebellez-vous, ce que tu disais tout à l'heure, changer de paradigme pour dire changeons tout ça. Enfin, arrêtons de polluer, il faut que chacun fasse ce qu'il peut faire. Bon, je vais pas partir, c'est la fin de l'émission, il faut qu'on se calme, mais voilà ce que moi, je mettais dans Baleine sous gravillon. Baleine sous gravillon, c'est ce qu'on comprend en parlant avec toi. Il y a tellement de choses à dire derrière des choses qui paraissent dérisoirement petites, comme un gravillon. Il y a tellement de choses à dire, tu vois, là, sur l'écoféminisme, on pourrait parler pendant 45 jours. Sur le biomimétisme aussi, sur la nature aussi. Donc ça, c'est le gravillon, et il y a tellement de choses à dire, voilà, des choses aussi fascinantes que les baleines. On va se dire au revoir, Pascal. Puis là, on va aller dîner ensemble, hein. On va pas s'en cacher non plus, avec ton mari, qui va bientôt aussi passer à la casserole de baleine sous gravillon, hein. Je laisse la surprise. C'est un ami journaliste, lui. Aussi, vous êtes tous les deux journalistes, en presse écrite. Je laisse la surprise. Donc au revoir Pascal, merci de m'avoir reçu. Au revoir Marc. Et à très vite. À tout de suite. À tout de suite, c'est une expression des sorcières. Elle disait à tout de suite, avant qu'on les brûle. Donc si tu peux garder le à tout de suite, c'est super fort. Et on l'a refait? Au contraire, on va garder ça très spontanément. Et là, on va se dire au revoir. Non, je sais pas comment je montrais ça, mais oui, c'est intéressant. À tout de suite. Oui, à tout de suite. C'est vraiment l'expression. Quelle ironie. Quelle ironie. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine sous gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des commentaires sont les bienvenus si vous écoutez l'émission sur iPhone. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don sur le site Tipeee. Merci par avance. Vos critiques, conseils et suggestions sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous gravillon. Je remercie mes équipiers Roman Schaeffer et Jean Andrieux pour leur aide précieuse, ainsi que Félix Labande, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.